Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Maëlys. Elle a eu sa fille Maxime il y a 4 ans et depuis, elle élève seule. Elle nous raconte les 6 premiers mois très difficiles car sa fille avait un RGO et la façon dont elle gère la parentalité seule. À partir de là, ça a été un long chemin. Ça a duré 6 mois, donc c'est très long. Il faut savoir que je n'ai pas posé mon enfant dans un lit jusqu'à ces 6 mois. Ce qui aura été difficile pour moi, c'est d'élever ma fille dans un schéma qui n'est pas celui dans lequel j'ai grandi. Et finalement, en le déconstruisant et en construisant autrement, on peut faire aussi bien. Je pense qu'on peut même faire mieux, peut-être. Alors, la nanny était en anglais, l'école était en anglais et en mandarin. Et ensuite, dans un second temps, au Japon, elle était en 100% japonais à l'école et à l'école toute la journée. Et avec la nanny qui prenait le relais en anglais. Et à la maison, on parlait français. Dans cet épisode, exceptionnellement, nous allons plus loin que les premiers mois après la naissance, car Maëlys et Maxime ont déménagé à l'autre bout du monde. Et j'étais curieuse de savoir comment de tels voyages se passent avec un bébé. Et le récit passionnant de leurs expériences ne m'a pas déçue. Bonjour Maëlys. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Maëlys, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Maxime et qui a 4 ans. Très bien. Tu habites à Paris, c'est ça ? J'habite à Paris, je viens de rentrer à Paris après 3 ans à l'étranger, en Asie. D'accord. Et tu es originaire ? Je suis originaire du Pays Basque. Superbe. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte tu as appris que tu étais enceinte de Maxime ? Oui, alors j'apprends que je suis enceinte de Maxime alors que je suis en couple. C'est une nouvelle qui va faire que mon couple ne va pas tenir. Je décide donc de garder Maxime seul. Et donc une grossesse seule et puis derrière assumer Maxime toute seule à la naissance. Et comment s'est déroulée la grossesse ? La grossesse s'est très bien passée d'un point de vue physique. Alors bien sûr avec des fatigues du premier trimestre, mais vraiment sans problème. Plus difficile d'un point de vue psychologique avec le deuil d'une rupture et puis accepter d'avoir un enfant tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire et se préparer en tout cas à ça. Tu étais à quel stade de ta vie à ce moment-là ? À ce moment-là, je termine tout juste mes études. Qui ont duré très longtemps, qui ont duré 10 ans, donc ah oui. Donc je ne suis plus si jeune puisque j'arrive, j'ai 28 ans, mais par contre oui, j'ai ma remise de diplôme alors pendant mon premier trimestre. D'accord. Et donc tu étais employée à ce moment-là ? J'étais en apprentissage et mon apprentissage se transformait en poste à durée déterminée, mais donc oui, j'étais en emploi. D'accord. Comment est-ce que tu l'as annoncé au boulot ? Ça a été facile à dire ? Oui, ça a été assez simple parce que je m'entendais bien avec les gens qui étaient autour de moi, que ça impactait pas mon travail non plus tant que ça, puisque finalement la naissance allait se faire à la fin de mon contrat. Donc non, en tout cas ça n'a pas été un problème. Ouais. Et comment s'est déroulé l'accouchement ? Tu avais préparé pour être seule dans la salle ou est-ce que tu étais avec quelqu'un ? Non, ma mère était là. D'accord. Donc c'était un moment fort. C'est vrai que j'ai passé des moments assez spéciaux avec maman à ce moment-là qui a été très présente, qui a fait justement les derniers mois avant l'accouchement pour pas que je sois seule au moment où ça pouvait arriver avec nous plutôt, et puis qui a assisté à la naissance
et qui, je pense, a été un moment très particulier pour elle, parce que finalement, en tant que femme, on n'a pas la possibilité de voir une naissance normalement. Mais ce jour-là, c'était elle qui était dans la salle d'accouchement avec moi. D'accord. Donc tu as accouché de Maxime. Tu savais que c'était une fille ? Je savais que c'était une fille, oui. Comment ça s'est passé la rencontre ? Une évidence. Je garde c'est pas le cas de tout le monde, et moi je garde un super souvenir de l'accouchement. J'ai adoré ce moment-là. Et non, ça a été fabuleux. Je me rappelle ne pas avoir dormi la première nuit à la maternité alors qu'elle dormait, mais parce que j'avais les yeux fixés sur elle et je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est belle. Et donc la magie du moment, vraiment. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital ? On passe 3 jours et demi à l'hôpital. J'ai été très bien entourée aussi, que ce soit par les sages-femmes en étant seule, mais aussi par ma sage-femme qui était au courant et qui connaissait l'hôpital, qui m'a quasiment accueillie à la maison aussi. Donc ça a été fort. Et derrière, j'ai même été entourée, et j'en ai été assez surprise, mais j'ai une responsable de la petite enfance finalement du 6e où j'habitais à l'époque, qui m'a contactée à l'arrivée en me disant qu'elle savait que j'étais seule, qu'elle pouvait se rendre disponible pour venir, qui était venue vérifier que j'aille bien, nous aider pour avoir une place en crèche, et donc j'ai eu beaucoup de chance de l'entourage en tout cas qui m'a été offert finalement par le système français, qui fonctionne là en tout cas. Ok, donc tu t'es pas sentie seule ? Donc je ne me suis pas sentie seule, non du tout. Pour les moments à la maternité exactement, comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que tu as décidé d'allaiter ? Comment se sont passés les premiers jours ? Les premiers jours se sont très bien passés. J'avais choisi d'allaiter et j'ai pu le faire. J'ai eu de la chance, ça s'est très bien passé avec Maxime tout de suite, même cette partie allaitement. Donc bien sûr, les premiers gestes un peu maladroits du début... on se dit tiens, comment je donne un bain, comment je la change, comment je la mets au sein, mais sinon cette maladresse qui est propre aux premières fois, tout s'est très bien passé. Très bien. Quand vous êtes rentrée à la maison, comment est-ce que ça s'est passé de se réveiller et de tout assumer seule ? La situation était là, donc j'étais seule avec un enfant, donc on ne se pose pas trop la question finalement. Et on vit jour après jour en sachant ce qu'on a à faire et en sachant qu'il y a pas forcément de relais, quoi qu'il n'y a pas de relais même. Donc ça s'est bien passé. Alors forcément avec beaucoup de fatigue, avec beaucoup moins de temps mort que des parents qui vivent en tout cas à deux. Je sais que je me suis fixée comme règle au départ, ne te compare surtout pas à ce qui peut se passer autour de toi, parce que je pense que si on commence à comparer, on peut justement vivre une certaine frustration et se dire en fait c'est beaucoup plus dur, ou je nous ai mis dans cette bulle où on était toutes les deux et il fallait qu'on y aille et il fallait que ça se passe bien, et j'étais tellement heureuse de l'avoir que ça s'est bien passé les premières semaines. Et après Maxime a fait une RGO, donc avait des reflux très importants. Et là, ça s'est un petit peu complexifié. Comment est-ce que tu as vu que c'était une RGO ? Tu l'as su directement ? Non, pas du tout. Mais je me suis retrouvée face à un enfant qui, à partir de ses 3 semaines, je dirais, a commencé à pleurer en permanence, qui se réveillait en pleurant finalement, qui s'endormait d'épuisement en pleurant, mais qui était en souffrance, et on se rend compte qu'il y a un problème, quoi. En tout cas, qu'il y a de la souffrance. À partir de là, j'avais vu ma sage-femme et puis des médecins, et qui ont donc diagnostiqué après la RGO. Et à partir de là, vous avez trouvé des solutions ? À partir de là, ça a été un long chemin. Ça a duré 6 mois, donc c'est très long. Il faut savoir que je n'ai pas posé mon enfant dans un lit jusqu'à ces 6 mois, où elle dormait, quand elle dormait couchée sur moi ou en marchant en écharpe. Mais sinon, elle ne dormait pas. Des solutions, on a essayé beaucoup de choses, et en fait les traitements sur lesquels on arrive à la fin sont des traitements très forts. Donc avant d'en arriver là, on essaie tous les produits naturels, la position verticale au maximum, ce genre de choses, mais il n'y a pas de remède miracle. Sinon à la fin, des médicaments forts qui sont normalement pas donnés aux enfants, mais qui nous auront nous beaucoup aidés à ce moment-là. Et comment est-ce que tu fais quand ton enfant dort seulement sur toi ou en écharpe pour te dégager des moments de sommeil pour toi ?
Il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Je sais, encore une fois, j'ai la chance d'avoir de super parents et je suis descendue au Pays Basque de temps en temps où ils étaient là et ils ont pu m'aider. Et je me rappelle lorsque Maxime était petite, elle devait avoir 5 mois à peu près, me relayait avec ma mère qui la gardait jusqu'à 3h du matin, puis c'est moi qui la prenais de 3h à 7h du matin, et puis à 7h du matin la journée commence, donc on commence la journée, mais non, ça a été très très dur. Ouais. Est-ce que tu avais des petits trucs très concrets à partager avec les personnes qui vivent ça? Non, c'est rigolo. J'ai une amie qui est venue vers moi il y a pas longtemps en me disant qui avait finalement qui était confrontée à la même situation. Ça dure un petit peu moins longtemps, mais tout le monde lui a dit va parler à Maïlis parce que elle a eu fort. Et finalement, malheureusement, il y a pas grand chose à dire à part se faire aider, que c'est une durée déterminée dans le temps, que ça va finir par passer. La plus grande difficulté, c'est qu'on se retrouve très démunis et très seul. Moi, je suis allée 2 fois aux urgences au bout d'un moment en me disant mais c'est pas possible, cet enfant, il va mal et il faut qu'on l'aide. On se retrouve face à des médecins qui disent juste c'est très difficile et on s'en rend compte, mais il n'y a pas grand chose à faire. Et même le seul conseil qu'on m'ait donné en disant quand vous n'en pouvez plus et que vous êtes épuisé, vous la laissez dans sa chambre et vous la laissez pleurer. Mais parce qu'on en arrive à des parents qui arrivent à secouer leurs enfants, des choses comme ça, et c'est dangereux. Mais donc c'est pour ça, il y a pas de solution. Il faut attendre et essayer de se faire aider pour passer cette période qui finira par passer, même si 6 mois dans ce cadre-là, c'est très long. Est-ce que tu as un souvenir particulier pour le premier mois à partager? Souvenir pour le premier mois, je dirais le premier sourire, finalement la première émotion sur le visage de son enfant. Et où on commence finalement à partager, on sent qu'on peut partager dans les 2 sens. Et c'est super à voir. Oui. Donc pour les 6 premiers mois, c'était le RGO qui a primé et qui a été difficile à vivre. Est-ce que tu as d'autres des conseils ou des objets qui t'ont aidé à ce moment-là ou que tu as apprécié utilisé avec Maxime? Je dirais qui a été d'un très grand secours, c'est l'écharpe de portage. J'ai vécu finalement en portant l'écharpe de portage à la maison et en dehors en permanence, parce que c'est la chose qui l'a conforté le plus. Ça permet de continuer à vivre quand on est une maman, et quand on est tout seul justement de faire des choses parce qu'il y a des choses à faire, tout en ayant son enfant et en sachant qu'il est bien. Et elle devenait pas trop lourde à partir d'un moment? Si, ça devient lourd, mais on se rend compte qu'on a des pouvoirs surhumains puisqu'on arrive à continuer à vivre avec 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos. et finalement, ça se fait. Donc oui, après, il y a des mal au dos et il faut faire attention à soi, mais c'est la période de la vie aussi où on peut le faire et où on est heureuse de le faire. Pour les 6 mois qui ont suivi, est-ce que vous avez eu des évolutions dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dans les 6 mois suivants, donc j'ai pu garder Maxime en tout cas à la maison donc pendant quasiment 7 mois. Elle était sortie donc de cette période difficile de RGO, elle allait bien. À ce moment-là, je me suis lancée dans un projet entrepreneurial et donc j'ai laissé Maxime à la crèche. Donc sur cette période-là, je pense que c'est l'entrée à la crèche qui est vraiment l'épisode important, en tout cas le changement important dans notre quotidien. Autant pour elle que pour moi. À ce moment-là, tu as arrêté d'allaiter? À ce moment-là, j'arrête d'allaiter. J'ai gardé un petit peu une tétée du soir, mais qui a très vite disparu. Moi, je garde un très bon souvenir de l'allaitement et ça a été difficile d'arrêter et de perdre ce moment un peu privilégié qu'on peut avoir avec son enfant, qui est calme contre soi, où on partage quelque chose de vraiment spécial. Et donc à la crèche, comment s'est passée l'adaptation? La séparation était pas difficile à faire? La séparation a été un petit peu difficile. J'étais aussi très consciente du risque qu'on avait en étant juste toutes les deux. C'est de créer une relation très fusionnelle, très exclusive, et qui pouvait finalement être néfaste à l'une comme à l'autre. Donc j'étais aussi rassurée de me dire il faut que j'apprenne à le faire, et il faut qu'elle apprenne à le faire aussi, et finalement ça va être bénéfique à toutes les deux, et d'autant plus par notre situation, ouais.
À ce moment-là, donc, elle allait à la crèche la journée. Toi, tu travaillais sur ton projet entrepreneurial. Tu m'as dit que vous étiez partis à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Donc, je travaille sur ce projet entrepreneurial. Entre-temps, j'ai une offre de job qui me faisait rêver. Je travaille sur les événements sportifs. C'est un mode de vie dans lequel on se déplace tous les 4 ans puisqu'on accompagne l'événement. On m'a proposé cette offre qui me permettait d'avoir un emploi à un moment où j'en avais besoin, de gagner finalement mon indépendance et de me prouver un petit peu que je pouvais à la fois être une maman célibataire, je n'aime pas le terme, mais littéralement c'est ça, et ne pas faire de concessions sur ma carrière professionnelle, sur mes envies parce que j'ai toujours aimé les voyages. Et de me dire, une fois qu'on aura fait ça, si on est capable de faire ça, en fait, on est capable de tout faire. Donc allons-y, c'est un peu fou, mais partons. Et puis, si ça se passe mal, de toute façon, c'est pas bien compliqué de prendre un billet retour. Et si ça se passe bien, ça sera une super expérience. Où est-ce que vous êtes partis à ce moment-là ? À ce moment-là, on part à Hong Kong, en sachant que il faudra redéménager au bout d'1 an au Japon. D'accord. C'était pour un événement précis là-bas ? C'était pour la Coupe du Monde de rugby en 2019, qui avait donc lieu au Japon. Mais comme j'étais en charge de l'activation du projet, mais sur toute la région Asie-Pacifique, le hub était Hong Kong, et donc je commençais en étant basée à Hong Kong. D'accord. Donc là, quand vous bougez, Maxime a à peu près 1 an, c'est ça ? Exactement. Comment ça se passe, un déménagement à cet âge-là ? Aussi loin ? Tout le monde nous dit vous êtes folle. Moi, c'est le genre de choses qui m'encourage et qui me donne envie. Et puis après, on fait ses valises, on quitte un appartement et puis on se retrouve quelques heures plus tard avec un tas de valises, un container qui suit, et puis en même temps, c'est ça, le chariot plein de valises, la poussette avec un bébé dedans, et puis un avion sans billet retour en se disant je sais pas où on va, je sais pas comment ça va se passer, mais quelle aventure. Mais on y va et ça va être chouette. Et comment ça s'est passé sur place ? Ça s'est bien passé. Avec du recul, je me rends compte, parce que j'étais très fatiguée à la fin du projet, donc 3 ans plus tard. J'ai eu vraiment une fatigue très profonde, donc je sais que ça a été que j'ai dû aller puiser en tout cas dans mes réserves pour tout faire marcher, mais l'expérience en soi, je peux pas la regretter, et on s'est amusé, on a découvert plein de choses, autant pour Maxime que pour moi. Je pense que ça a été très très riche. Maxime était gardé à ce moment-là à Hong Kong ? Alors quand j'arrive à Hong Kong, je trouve, alors le mode de garde est beaucoup plus simple, donc je trouve une nanny à temps plein, qui va d'ailleurs nous accompagner au Japon ensuite pour pouvoir garder de la stabilité, et j'étais contente de réussir à faire ça. Et puis parce qu'elle a ce besoin, en tout cas d'être en collectivité, et je le ressens, on était dans la rue, elle courait vers les enfants, puis des enfants d'une culture différente en plus, donc on se retrouve avec une culture finalement congaise, chinoise, où il y a pas cet aspect tactile, et Maxime leur courait et les prenait dans ses bras, et je me disais, oh mon Dieu, ils nous prennent pour des fous. Mais je sentais qu'elle avait ce besoin-là, et donc elle a commencé l'école très tôt, parce que il y avait pas de crèche là-bas, mais par contre il y avait leur preschool qu'elle a commencé à 20 mois, parce que je dis au professeur, s'il vous plaît, je pense qu'elle en a besoin. Ils finissent par craquer, et en me disant, elle est vraiment très jeune, mais voyons voir, ça se passe très bien, et donc ils me disaient, aucun problème, on la prend. Donc elle se retrouve gardée par une nanny pendant les journées où je travaille, mais avec une demi-journée mais à l'école pendant une demi-journée. D'accord. Ah oui, parce qu'elle avait été à la crèche avant, donc elle avait déjà eu ce contact avec des enfants. Elle devait rechercher d'autres enfants. Je pense qu'il y a de ça, et puis et après je pense que ça dépend des caractères des enfants. Nous, c'est vrai que les adaptations se sont toujours faites très facilement. J'en ai vu pour lesquels ça a été un peu moins facile. Alors après, il y a beaucoup de débats de dire est-ce que c'est le stress des parents qui finalement va déteindre sur l'enfant? Est-ce que c'est juste l'enfant, est-ce qu'il est qui va faire qu'il s'adapte plus ou moins bien? Il y a probablement un peu de tout. Mais c'est vrai que Maxime, je l'ai toujours laissé avec un grand sourire. Je me rappellerai toujours, même finalement quelques mois plus tard, dans une école japonaise où les personnes ne savaient même pas dire hello en anglais. Et
je la laisse le matin en me disant mon Dieu, comment ça va se passer. Et le soir quand je rentre, elle me dit juste non maman, je veux rester ici. C'est fou. Et ça s'est très 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 bien passé. Donc c'est vrai que ça a été facile heureusement sur ce volet-là. Tu parlais des langues, donc quand vous êtes arrivé à Hong Kong, sa preschool c'était en anglais et sa nanny parlait anglais aussi? Alors la nanny était en anglais, l'école était en anglais et en mandarin, dans la rue les gens parlent cantonais, et ensuite dans un second temps au Japon, elle était en 100% japonais à l'école et à l'école toute la journée, et avec la nanny qui prenait le relais en anglais. Et durant toute cette période, moi je suis restée en français. Et à la maison on parlait français. Et comment elle s'en sortait entre toutes ces langues? Eh ben elle s'en sortait très bien mieux que moi. C'est incroyable. Donc oui, c'est très rigolo. C'est très rigolo de voir au bout de 3 jours un enfant arriver, sonner à l'école en disant Konnichiwa Maxime. c'est vraiment rigolo. Je me rappelle de petits moments, des anecdotes, mais où on se retrouve à dîner à Tokyo et avant le dîner elle commence à faire une prière en japonais. Et moi qui comprends pas du tout, et puis mes collègues japonais qui me disent mais c'est normal, en fait c'est un rituel et c'est ce que font les enfants à l'école. Où on arrive après un voyage en Mongolie, on sort du Transsibérien à Pékin, on cherche un taxi, on trouve pas, et finalement on prend un faux taxi, mais qui commence à lui dire Mirao et à lui parler en mandarin, et là je vois Maxime finalement enchaîner avec ces quelques mots de mandarin, et alors que je me rendais même pas compte qu'elle parlait mandarin, je l'avais jamais entendu parler. Plein de surprises. Très rigolo. Ah oui, très rigolo à voir. C'est dingue. Donc là, quand vous arrivez au Japon, elle a quel âge? Quand on arrive au Japon, on a dû faire Hong Kong de c'est à peu près 1 an à 2 ans, 2 ans et demi, donc 2 ans et demi à peu près. D'accord. Si on arrive au Japon. Et elle parle déjà bien, j'imagine, mais quelle langue exactement? Elle parle bien, elle a été le plus à l'aise. Elle a dit ses premiers mots en anglais. Que j'ai eu du mal à comprendre, justement. C'est des parents anglophones qui m'ont expliqué ce qu'elle m'a raconté, mais je m'étais tellement surprise en fait que ces premiers mots ne soient pas en français, que je m'attendais pas à ça et que je ne les ai même pas compris. Mais elle a été très à l'aise tout de suite en anglais. Mandarin et japonais, finalement, elle s'est toujours débrouillée, mais c'est quelque chose dont elle n'a pas complètement maîtrisé la langue et qu'elle a ensuite oublié très vite. Aujourd'hui déjà, on se rend compte qu'il en reste plus grand-chose. Et le français est arrivé après l'anglais, mais rapidement aussi. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes rentrés à Paris. Quelle langue est-ce que vous parlez tous les deux? On parle français. Par contre, je l'ai mis en école bilingue. D'accord. Et donc, elle a l'anglais à l'école. Où je me suis un peu dit s'il y a un combat à avoir et finalement réussir à maintenir une langue, c'est pas évident. Mais si je le fais pour une langue, c'est l'anglais. Et donc, pour l'instant, je m'y tiens en tout cas avec l'école. Super. Si on revient un petit peu en arrière, on revient à la période à Hong Kong. Qu'est-ce qui a été indispensable? Qu'est-ce que tu as pris dans ta valise pour aller à Hong Kong de manière très matérielle? Et sur quoi est-ce que tu as mis l'accent dans l'éducation de Maxime à ce moment-là? C'est une bonne question, la question de la valise, parce que je me rappelle que les déménageurs, le jour où ils sont venus, se sont beaucoup moqués de moi parce que j'avais fait des cartons avec toute la parapharmacie française. Et ils me regardaient en me disant « Mais madame, vous savez que vous allez à Hong Kong et vous allez trouver. » Mais c'est vrai que j'avais un peu cette appréhension-là. Et pour dire la vérité, en au moins 1 an à Hong Kong, je n'ai pas acheté un savon, un shampoing, une crème, rien, parce que j'avais des stocks. Je suis rentrée en France encore après notre séjour avec des stocks qu'il me restait de produits de parapharmacie française. Après, on n'utilise pas grand-chose et c'est vrai, j'essaie d'utiliser le moins de choses possible. Donc, on n'est pas des grands consommateurs, en tout cas, consommatrices de produits. Et puis, petit à petit, on a beaucoup voyagé en Asie et voyagé avec un sac à dos et on se rend compte qu'on a besoin de pas grand-chose, sinon de rien. Donc, on a plutôt voyagé en général très léger. Ensuite, sur cette partie éducation, on vivait dans une société qui était très différente, qui est socialement très divisée. Pas qu'il n'y ait pas de différence sociale en France, mais on se retrouve quand même expatrié dans un pays où il y a une population locale, qui a un pouvoir d'achat qui est moindre, où il y a une immigration, et c'est le cas par exemple avec les nannies qui viennent des Philippines. Et
Et c'est quelque chose qui me faisait peur en me disant je n'ai pas envie de faire grandir mon enfant, en tout cas dans une société avec laquelle je ne suis pas forcément à l'aise dans la façon dont elle est organisée. Et j'ai choisi aussi ma nanny en fonction de ça, en disant j'ai envie d'avoir une nanny qui soit respectée en tout cas par mon enfant, qui ne fasse pas tout, et qui finalement respecte la façon et l'éducation que j'ai reçue et qui est, je pense, une éducation assez commune dans notre pays en tout cas, mais pas de l'enfant roi et du respect des gens en tout cas qui sont dans notre quotidien. Donc ça a été, si j'ai mis l'accent quelque part et quelque chose qui me faisait un petit peu peur, c'est vrai, c'est sur cette partie-là. Et on a eu de la chance, on a trouvé une super nanny avec qui on est toujours en contact et qui a voyagé avec nous et avec qui on a vécu vraiment de belles choses. Donc c'est chouette. Super. Sur la partie preschool, qu'est-ce que tu as trouvé que Maxime en tirait d'y aller aussitôt et d'être en contact avec des enfants un peu plus âgés ? Je pense que parce que Maxime était dans la demande, ça a été très bénéfique. Je pense que si Maxime n'avait pas été comme cela, je l'aurais pas poussé. En tout cas, si je sentais qu'elle n'était pas à l'aise avec l'environnement. Là, ça lui a permis de rencontrer des enfants. Et elle en avait besoin, de découvrir aussi, c'est vrai, des choses, de pratiquer des langues. Et puis, j'espère qu'elle en gardera quelque chose, mais en étant dans des pays différents, finalement, de les vivre à la maison, même si on est dans un pays différent et à l'extérieur, l'environnement va forcément impacter ce qu'elle va voir, ce qu'elle va vivre, mais on reste des Français à vivre à la française en grande partie. Donc l'école lui a apporté ça, et encore plus au Japon où elle était dans une école 100% locale, où j'ai eu la chance d'ailleurs d'être introduit en connaissant très bien une japonaise, mais ils ne prennent pas d'enfants internationaux généralement. Ah oui. C'était la première fois et ça a été, je pense, très bénéfique autant pour eux que pour nous. Mais j'étais contente que Maxime puisse vivre, en tout cas, une culture différente et très différente, et pas à travers moi, mais vraiment à travers des gens du pays qui vont naturellement l'amener à vivre leur quotidien. Et culturellement, est-ce qu'il y a des choses qu'elle a gardées aujourd'hui à Paris ? Ou est-ce que ça a influé sur son caractère ? Elle est très ouverte, elle est très adaptable, elle mange de tout, mais c'est vrai qu'à 3 ans, elle mangeait autant des sushis, des soupes miso que des raviolis japonais, chinois. Et donc, il est toujours difficile de dire, dans mon enfant, qu'est-ce qui tient à ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui tient à ce qu'il est. Mais j'espère en tout cas que sur cette ouverture, elle le gardera. Et j'essaie d'entretenir un petit peu aussi. On a fait quand même des albums photos. On regarde, on réévoque des moments. Et qui, j'espère, lui permettent aussi de garder et de se construire des souvenirs qu'elle n'aurait plus si on les entretenait pas, mais qu'on fait revivre un petit peu même en étant là. Et puis, je crois fortement quand même que au fond, il y a des choses, et avoir senti des odeurs différentes, avoir vu des gens prier dans des temples, avoir mangé avec des baguettes, avoir mangé avec des fourchettes, cette diversité en tout cas, je pense qu'elle reste marquée quand même dans l'individu, quel que soit l'âge qu'il a. Tu nous as dit que tu travaillais dans le sport, mais tu as été également très sportive toi-même. Tu as créé une équipe de rugby dans une des écoles dans lesquelles tu es passée, c'est quand même fort. Est-ce que tu penses que ce sport t'a aidé dans la persévérance ou certains aspects du fait de devenir mère en tant que seul parent et dans les expériences ensuite à l'étranger? Alors oui, le sport a pris une grande place dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'athlétisme, du demi-fond, et c'est vrai qu'il y a un sport très difficile, en tout cas il faut être très combatif avec soi-même. Puis le rugby, c'est vrai qu'il y a un peu... qui est à la fois différent, mais dans cette même veine aussi, en tout cas, de pas avoir peur et d'affronter et d'aller chercher ce qu'on a au fond du ventre. Donc ces sports-là, forcément, ils ont une place et je pense une grande place dans la personne que je suis devenue. Et à travers ça, ils ont forcément eu leur rôle à jouer sur la façon dont j'ai vécu, en tout cas ces périodes, sur les décisions que j'ai pu prendre et la façon ensuite, et les choix qu'on a fait par la suite.
et que j'ai fait. Je parle beaucoup à on. C'est vrai que je considère Maxime un peu dans toutes mes décisions. J'ai l'impression qu'on est une équipe et je lui parle beaucoup. J'ai l'impression qu'on est une équipe et qu'on prend nos décisions à deux malgré son jeune âge. Mais donc oui, le sport a forcément eu un impact sur qui je suis et la façon dont j'ai fait face et dont j'ai vécu les choses. Est-ce que Maxime fait du sport aujourd'hui ? Eh bien, Maxime, elle a 4 ans aujourd'hui. À mon grand regret, malgré avoir assisté à des finales de Coupe du Monde et un nombre incalculable de rugby, aime la danse et la musique. Donc ce ne sera sûrement pas une rugbyman. Mais elle adore sa danse. Donc c'est très bien, ça me va très bien aussi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir l'inverse de voir l'inverse de la petite fille que j'étais il y a 25 ans. C'est drôle. 2 dernières questions. Déjà à propos du père, donc on l'a évoqué au tout début de la grossesse. Est-ce qu'il a un rôle aujourd'hui dans la vie de Maxime ? Alors le père de Maxime n'a jamais été présent dans son quotidien. Il est venu la voir à la naissance. On ne l'a pas vu pendant 2-3 ans quasiment ensuite. Aujourd'hui, il reprend contact. Il est en Nouvelle-Zélande, donc il est très loin de nous, surtout très loin d'elle. Mais aujourd'hui, on fait des FaceTime, il y a un contact, et je sais qu'ils vont être amenés à se voir. Il ne vivra jamais près de Maxime, mais il va sûrement y avoir des vacances. Et en tout cas, aujourd'hui, Maxime, ce qui n'était pas le cas dans ses premières années de vie, mais aujourd'hui, à l'image de son père, sait qui il est, où il est, et a quelqu'un à qui parler. Et je pense que c'était important, probablement pour tous les deux. Donc je suis très heureuse que ce soit là. Et dernière question, comment est-ce que tu projettes les années qui viennent ? Est-ce que je dis vous du coup, est-ce que vous voulez rester en France ? Pour Maxime, est-ce que tu as des plans particuliers ? Il faut savoir que je change de plan très vite. Et j'en ai toujours beaucoup. En ce moment, ce qu'il y a dans ma tête, c'est de finir mon cycle sur cette Coupe du Monde. Donc ça veut dire 3 ans en France. Ensuite, j'ai une envie d'acheter un camion et de partir en tour, peut-être pas du monde, mais tour d'Europe avec elle pendant 6 mois à 1 an. C'est quelque chose que j'aimerais partager avec elle. Génial. Oui. Et puis par la suite, c'est vrai que j'ai envie d'aller en Afrique. Donc si j'arrivais à avoir une chouette opportunité en Afrique, c'est quelque chose que j'aimerais vivre et que je serais heureuse de vivre avec elle. Je trouve que c'est très riche comme expérience. Et à terme, je sais aussi que je vais être au Pays Basque. Et en ce moment, je regarde acheter une ferme au Pays Basque parce que dans mon projet de long terme, en tout cas, c'est ce projet que j'ai envie de construire d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas, mais qui sera là dans le temps. Un retour aux sources. Oui. Est-ce que tu as des choses à ajouter dont on n'aurait pas parlé ? Oui, peut-être, parce que c'est en réfléchissant à ce podcast au départ, et dans le message que je peux faire passer après avoir vécu l'expérience qui aura été la nôtre, c'est vrai que je me suis dit finalement ce qui aurait été difficile pour moi, c'est d'élever ma fille dans un schéma qui n'est pas celui dans lequel j'ai grandi. Et je me suis rendu compte que ce qui avait la vraie épreuve finalement, c'est de réussir à se rendre compte que les peurs qu'on a viennent souvent d'un schéma qu'on n'identifie pas forcément, mais qui est bien là. Et finalement, en le déconstruisant et en construisant autrement, on peut faire aussi bien. Je pense qu'on peut même faire mieux, peut-être. Mais de se rendre compte que finalement, ces obstacles et ces peurs, finalement, c'est nous qui les construisons et qu'on est largement capable de les dépasser une fois qu'on les a identifiés. Et donc pour toi, exactement, qu'est-ce que c'était cette peur ? Pour moi, c'était la peur de ne pas forcément faire aussi bien que de parents, de dire que je n'allais pas offrir à Maxime ce qui m'avait été donné et que je pensais être le meilleur scénario possible pour un enfant. Mais finalement, on se rend compte qu'on arrive à faire plein de choses, que cette situation aussi m'a ouvert plein d'opportunités qui n'auraient peut-être pas été possibles autrement, qu'on construit une relation qui est différente, et qu'en fait, à la fin, surtout, l'enfant est heureux, qu'on est heureux, et qu'à partir du moment où, en fait, on est bien dans ses baskets, et qu'on ne se compare pas, et qu'on construit avec ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans le ventre, ça marche, et à la fin, l'enfant est bien, on est bien, et c'est ce qu'il y a de plus important.
Super, c'était un très beau mot pour la fin. Merci beaucoup Maëlys pour ce témoignage. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Quel récit dépaysant, ça donne envie de pouvoir voyager à nouveau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à donner 5 étoiles sur Apple Podcast si c'est le cas. À la semaine prochaine pour un nouveau témoignage de parents.